Et je vais inviter sur scène Monsieur Louis Schwarzberg. Please come on stage, please. Louis Schwarzberg, qui est donc le réalisateur de Conan et qui vient spécialement des États-Unis pour ce soir. Louis, bonsoir. Good evening. Thank you very much, and it's an honor to be here in Paris and to be at this conference and screening, which is being co-hosted by Disney Nature and the World Wildlife Federation. I made this film because we have to remember that it's the little things in life that we depend on, that we sometimes take for granted, and those are the pollinators. Bees, bats, hummingbirds, butterflies. But you can't tell the story about the pollinators without really telling the story about flowers. And flowers were perhaps the greatest invention that ever occurred on this planet over 135 million years ago. And I've been shooting flowers 7 days a week, 24 hours a day for over 35 years non-stop. Their color, their beauty, their taste, their touch fills me with wonder and beauty. And one of the things I think I've learned is that beauty is nature's tool for survival. Have you ever thought about why babies are all cute, and puppies are cute, and kittens are cute? It's because we all protect what we fall in love with. So when I heard about the fact that the bees were vanishing, it motivated me to take action. Because 1/3 of the food we eat, fruits and vegetables, nuts and seeds, comes from a pollinating plant. And so when I was shooting on location, the question I asked the scientific advisors was, what motivates the pollinators? And they said to me, well, it's all about risk and reward. And like a little, 5-year-old, I said, well, why? And they said, well, because they want to survive. And I said, but why? And they said, well, because they want to reproduce. And again, I said, but why? And I thought they were going to say something like, well, it's all about sex. But I was disappointed when our monarch butterfly expert said, everything in the world wears out. Nothing lasts forever. And I realized this incredible idea that nature invented reproduction so that life could continue forward, and that life is a force of energy that lives through us, generation after generation. So we're going to see some amazing shots tonight that have rarely been seen before. This is the magical intersection between the animal world and the plant world, where life regenerates itself over and over again. So tonight we get to drink some nectar from the film. I hope you'll enjoy it. I hope you'll plant some seeds in the pollinator-friendly garden, and always take time to smell the flowers, and be grateful for the little things that make the world go round. Thank you. Alors, pour nous parler et du film et des pollinisateurs, Gilles Boeuf, qui est président du Muséum d'Histoire Naturelle, Louis Schwarzberg, qui est le réalisateur du film, Isabelle Autissier, navigatrice et présidente du WWF, et Serge Auru, qui est directeur général du WWF, et Jean-François Camilleri, je ne sais pas où il est, il va venir tout à l'heure, peut-être pour nous accompagner. Alors, évidemment, on a envie tout de suite de poser une question au réalisateur. Après, vous pourrez parler, évidemment, vous pourrez poser vos questions, mais on va avoir un petit moment en anglais. Vous avez des traducteurs pour ceux qui sont comme moi un peu nuls pour bien comprendre les nuances de ce que va nous dire Louis. Donc Louis, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait ce film? On m'a dit que vous aviez été voir Jean-François Camilleri pour lui proposer un film porno green, un film une histoire de sexe naturel, c'est ça? Non, bah vous avez pas votre traducteur. Ah, s'il faut que je dise ça en anglais, alors là on est super mal. Hein. Parce que, enfin, c'est a story, a sex story. Why vous avez un traducteur? Ah bah parfait. Il vaut mieux parce que je vais pas vous parler en anglais, vous allez être terrifiés. Si tu peux, Isabelle, est-ce qu'elle peut lui donner le micro? Merci. Well, as I said earlier, I've been shooting time-lapse flowers non-stop for 35 years. Part of the reason I did that was when I was a young student, I couldn't afford to shoot much film.
I shoot like one frame every 20 minutes. I shoot 2 seconds a day. That was like $1 a day is what I would spend on film. And now in my life, the most precious thing is really time. So in a way it was a beautiful journey to be capturing the beauty, the magic of time-lapse, to see the flowers dance and move. And when I heard about the colony collapse disorder, I figured, well, maybe that is truly the mission in my life, is to be able to, tell the story about the vanishing pollinators. And again, you can't tell that story without telling the story about flowers. And, scientists say it's the most critical issue facing our planet. It motivated me to take action. I was lucky enough to be able to go to Disney Nature and show them some of the examples I had of time-lapse flowers and convince them that it's truly a love story that feeds the earth, but also something that's critical, and we need to do it because otherwise life would be radically different. Alors on reparlera tout à l'heure de la technique parce que c'est quand même hallucinant, il y a des images époustouflantes et je ne sais pas comment vous avez réussi à les faire. Je voudrais bien d'abord qu'on parle de la beauté parce que c'est important, on a pris quand même beaucoup dans la figure. Serge Auru, c'est vrai que souvent quand on parle de protection de la planète, etc., on a tous des images atroces de pollution épouvantable, etc. C'est important la beauté pour faire passer le message, non ? Quand je vous vois, oui. C'est bien parlé aux femmes. Bonsoir. Oui, c'est la beauté qui sauvera le monde. C'est la culture qui sauvera le monde. Ce que vient de faire notre ami Louis, c'est extraordinaire. Il a montré une histoire d'amour. Alors, c'est incroyable parce que des fois, on croit que la caméra, elle est sur le dos de la chauve-souris. Je me demande comment il a pu éclairer les cactus. Cette ingéniosité-là, elle est incroyable. Donc, il faut qu'il aime la nature, mais il faut qu'il aime les gens. L'équipe qui a fait ce film-là, ça doit être aussi une grande histoire d'amour. Parce que la vie, franchement, il n'y a que l'amour qui est vraiment intéressant. La vie, elle est faite de rencontres, et je pense qu'on passe notre vie à se polliniser les uns et les autres. Parce que c'est formidable d'aimer la biodiversité humaine, la biodiversité, mais c'est formidable aussi d'aimer la diversité humaine. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas aimer la nature sans aimer les hommes. On a vu les désastres que cela a provoqué, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Donc la pollinisation des idées, c'est aussi fort que la pollinisation des pollinisateurs dans la nature. Sauf que là, Louis nous a montré ce que l'on voit rarement. Parce qu'on pense, les pollinisateurs, on pense qu'aux abeilles. Or, les pollinisateurs, ils ont besoin, d'abord il n'y a pas que les abeilles, vous l'avez vu, et ils ont besoin d'un écosystème, ils ont besoin de l'environnement, ils ont besoin d'une forêt, ils ne peuvent pas se contenter de tomates sous serre. Parce que la vraie idée de ce film, c'est de dire oui au bio dans ma vie, oui à l'agriculture biologique dans ma vie. C'est ce que nous devons demander les uns et les autres pour justement permettre aux pollinisateurs de bien vivre. On ne peut pas vivre heureux sur une planète malade et on ne peut pas vivre en bonne santé sur une planète malade. Or, nos modes de production, nos modes de consommation provoquent des dégâts souvent irréversibles. Alors c'est là qu'on devient lanceur d'alerte, quelquefois barbant, quelquefois dur à entendre, parce que c'est lancinant de dire que le ciel va nous tomber sous la tête. Mais là, ce soir, il y a de nombreux enfants, et ce film est une lettre d'amour à tous les enfants. J'ai pu en écouter quelques-uns qui évoquaient ce film durant la projection. C'est extrêmement émouvant. Donc oui à la pollinisation dans la nature, mais oui à la pollinisation dans la vie, et y compris dans notre diversité, y compris si on ne pense pas pareil, y compris si on a des divergences. Donc un couple dans la vie, c'est pas simple déjà, la vie d'un couple, c'est pas simple, mais nous devons nous créer une société qui doit produire de la richesse sans détruire le vivant. Et le vivant, ça ne doit pas simplement exister que dans les dessins animés ou dans les documents sur la nature. Moi, je voudrais féliciter Jean-François Camilleri pour cette audace. D'abord que Disney Nature soit basé en France, à Paris,
Ça veut dire qu'il y a une vraie conviction, et on vous soutiendra quand il le faudra, et on ira encore plus loin dans notre conviction et dans notre grande histoire d'amour avec la nature et les hommes qui y habitent. Ce qui est bien, c'est que vous avez parlé des enfants et ils avaient l'air non seulement très sages, mais très intéressés, ce qui n'est jamais évident, parce que c'est quand même toujours, en effet, souvent, le pari n'était pas gagné. Je crois que là, le message est très bien passé. J'aimerais bien, Louis, que vous nous racontiez, quand vous nous parliez de la difficulté quand même et de la technique de ce film, parce que c'est... je pense même que certains d'entre vous ont dû se dire « c'est pas possible, ça va être des images de synthèse, parce que c'est trop hallucinant, c'est trop beau pour qu'on puisse voir ça ». Comment vous avez réussi ? Ne serait-ce que les fleurs, quand elles s'épanouissent, comment on fait, comment vous avez fait? Well, my whole life has been, involved with experimental cinematography. As I said earlier, I couldn't afford to shoot film, so I would shoot time-lapse, because I could shoot very little amount of film, which means that it speeds everything up, and you see the flowers move. I mean, to me, that's just magic. The same thing on this particular film. We did we shot the bees at 1,000 frames per second, which again, it opens up a portal into a world that's real, but is beyond human vision. And human vision is like limited. It's almost like there's 8 octaves to the musical scale. We live in the middle of that. There are things that are above us and the things that are below us we don't see. And to be able to sort of see it from their point of view was my goal. And I also worked as a commercial director, so I knew a lot about lighting. And we employed the state-of-the-art, craft and artistry that you bring to any feature film in order to shoot the bats at night and to have it look beautiful like that. So it was a challenge, but again, the theme of the movie is about beauty. And so the cinematography wasn't beautiful just for beauty's sake. It was beautiful in order to tell a story, in order for us to fall in love with the magic of nature and therefore to protect it. Alors, justement, vous parlez des chauves-souris. C'est vrai que souvent, nous, quand on parle de pollinisateurs, on a tous l'impression que c'est des abeilles. En fait, il y a beaucoup plus que des abeilles. Donc, Gilles Boeuf, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont les pollinisateurs aujourd'hui et leur importance? Alors, on l'a vu dans le film, mais je crois que c'est pas mal de faire un petit rappel, parce que c'est très, très, très important. En premier lieu, moi, je voudrais absolument féliciter Louis pour ces images, parce que c'est vrai que nous, scientifiques, à l'heure actuelle, nous délivrons des messages tous les jours, mais ces images nous aident considérablement. Et j'aime bien faire un parallèle entre le film Oceans Océan, qui est sorti il y a un peu plus d'1 an, et le film de Louis ici. Ce qui est, bon, je dirais que le tout petit reproche, et j'en ferai un, c'est qu'on oublie de dire que la vie, elle est d'abord partie dans l'océan, et que cette histoire, c'est une histoire de la vie sur Terre, de la vie terrestre, en fait. La vie a démarré bien avant. Tout ce qui est dit là est vrai pour la vie sur Terre. Et tout à l'heure, je vais aller plus loin que Louis pour lui montrer que son film est encore plus important que ce qu'il pourrait croire dans l'histoire de cette coévolution entre les pollinisateurs et puis les plantes dans l'histoire de la vie sur les continents. Il faut toujours ramener que c'est une histoire qui n'est pas marine. Elle est venue après. Alors, qui sont les pollinisateurs aujourd'hui? 2 mots, moi qui préside l'un des 3 plus grands musées du monde. Aujourd'hui, dans les musées, nous avons déposé 1,9 million d'espèces qui sont connues aujourd'hui. Des virus, des bactéries, des protozoaires, des champignons, des plantes et des animaux. Eh bien, le chiffre que je vais vous dire est assez surprenant. Aujourd'hui, sur ces un peu moins de 2 millions, 250 000 espèces connues sont des pollinisateurs. Donc c'est bien plus que, bien sûr, la seule abeille. On connaît 100 000 diptères, les mouches et les moustiques. On connaît 120 000 papillons. On connaît 100 000 hyménoptères, la transparence des ailes de ces abeilles, de ces bourdons qu'on voit au cours du film. Donc beaucoup d'insectes, mais aussi il y a des punaises qui pollinisent. Beaucoup de coléoptères aussi. 800 000 beetles, coléoptères. Tous ne pollinisent pas. On en voit plusieurs. On voit un petit carabique, on ne parle pas des beetles ici. On voit une cantaride, un moment très toxique aussi, qui pollinise. On voit aussi un petit hétéromère. Tous ces animaux sont très importants. Il y a également des thrips, des tisanoptères, donc toute une série d'insectes. Après, on a vu des oiseaux. Effectivement, les colibris sont emblématiques, il n'y a pas que. On a vu les chauves-souris, on les oublie souvent, elles sont vitales, en Amérique du Nord, mais aussi dans d'autres régions de la planète, en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs.
Il y a aussi d'autres mammifères. Il y a des petits rongeurs qui sont aussi des pollinisateurs. Et nous, en marin, comme Isabelle, j'ai regardé un petit peu. On peut même parler de pollinisation des quelques plantes supérieures marines, comme les posidonies ou les zoostères, avec le travail de crustacés ou de poissons qui vont aussi participer à un transport dans l'eau. C'est bien différent du transport dans l'air. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que cette histoire d'amour entre ces plantes à fleurs. D'abord, on a vu les plantes à fleurs 120, 130 millions d'années. Les insectes pollinisateurs apparaissent, bien sûr, et cette coévolution va être fondamentale sur le système. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et si l'homme vient jouer le rôle du chien dans un jeu de quilles, ça ne pourra bien sûr pas continuer. Donc l'importance est absolument vitale. Donc beaucoup de pollinisateurs. Et tout à l'heure, je vous raconterai dans une deuxième intervention pourquoi ils sont si importants dans l'évolution du vivant. Juste pour vous appâter un petit peu, la question fondamentale aujourd'hui, et je vais revenir à l'océan, aujourd'hui l'océan c'est 99% du volume utile offert à la vie. Et quand on compte les espèces dans l'océan qui sont connues, c'est 7 fois moins que sur les continents. Et la seule raison à cela, c'est cette histoire d'amour entre les plantes à fleurs et les insectes. Je continuerai tout à l'heure. Super, merci. Isabelle Autissier, je pense que vous avez été très sensible à ce que vous avez entendu, parce qu'on a parlé d'océan. Mais là, on ne va pas parler d'océan. J'aurais bien voulu qu'on parle d'agriculture, parce que c'est vrai qu'on a vu évidemment des images d'agriculture et qu'on pense tous beaucoup à ça. Comment est-ce qu'on peut dire que la pollinisation est vraiment un service écologique pour l'agriculture et non pas un ennemi, quoi, alors que souvent on a l'impression que ce sont des ennemis, loin de là. Oui, ben d'abord, moi, je voudrais dire que moi, j'ai aussi la même âme que ces petits-enfants, et que j'ai encore les yeux pleins de papillons et d'oiseaux et de fleurs et de, comme le disait Louis, ces choses qu'on ne peut pas voir la plupart du temps, qui sont, parce qu'elles sont infra-humaines pour nous. Et vraiment, je voulais le remercier de cette entrée dans cet univers qui est à la fois extraordinairement poétique et extraordinairement terrestre et actuel, et là je reviens un petit peu à la bourré d'informations. Voilà, d'informations en plus. Et je reviens un peu à la question. C'est vrai que on voit donc à un certain moment, plutôt dans la deuxième moitié du film, l'intervention des hommes et la façon dont les hommes, depuis l'origine de l'agriculture, c'est-à-dire depuis peut-être 5 ou 7 000 ans, utilisent cet effet de la pollinisation pour se nourrir. Et l'importance que ça a évidemment aujourd'hui, aussi bien pour se nourrir que pour d'autres choses. D'ailleurs, les plantes, les arbres, les plantes sont utilisées pour plein de choses aujourd'hui, que ce soit la médecine, que ce soit les vêtements pour une partie, que ce soit... Voilà. Et tout ça, effectivement, vient de cette histoire d'amour entre la plante et l'animal, d'une manière générale. C'est, le film le dit d'ailleurs, c'est 35% de la nourriture qu'on consomme directement qui vient de là. Donc voilà, donc c'est le cœur même, tout simplement, de notre vie. C'est le cœur même de notre existence. Si ça s'amoindrit, si ça s'affaisse, c'est la fin, c'est-à-dire en gros c'est la guerre, quoi, hein, parce que l'homme ne se laissera pas mourir de faim comme ça, il ira en général piquer chez le voisin. Donc c'est vrai que c'est une espèce de catastrophe en suspens. Alors, je trouve que le grand mérite de ce film, c'est effectivement de montrer la variété de ces univers de la vie, et donc je rapproche ça moi de tout l'ensemble de la biodiversité, c'est-à-dire qu'on a effectivement tous en tête les abeilles quand on parle de pollinisation. On voit bien le rôle essentiel, important des abeilles. On voit aussi la façon dont elles sont commercialisées, dont elles sont trimballées à droite à gauche, dont elles sont industrialisées entre guillemets, avec vraisemblablement les ravages que ça leur cause. Mais on voit aussi que cette merveille, cette histoire d'amour du vivant, elle nécessite des conditions de vie, des conditions d'écosystème, des conditions générales qui sont formidablement complexes et formidablement bien dosées. C'est-à-dire supposer un petit réchauffement climatique qui va décaler l'ouverture des fleurs avec le moment où les insectes vont arriver. Imaginez un petit décalage parce qu'aujourd'hui les champs dans notre agriculture couverts d'insecticides et de pesticides ne produisent plus assez de nourriture pour que l'ensemble des pollinisateurs et des insectes et des animaux se développent. Et puis voilà, puis on crée des équilibres et après on entraîne des disparitions et on entraîne des dégradations. Donc je crois que c'est au-delà même
de cette question, de cet aspect de la pollinisation, donc de la nourriture humaine qui est liée, etc., c'est bien la survie de la planète vivante, la survie des écosystèmes, de leur variété, de leur complexité et de l'ensemble des conditions qui permet à tous ces mécanismes de la nature de s'ajuster parfaitement et qui nous permet à nous de nous ajuster, j'allais dire, à l'ensemble de ce couple, de cette harmonie entre les animaux et les végétaux, quoi. Nous petit animal sur la planète, mais un petit peu nombreux, qui fait qu'on a aujourd'hui une action considérable. Donc je crois que c'est vraiment, pour moi, c'est un petit peu ce que disait Serge tout à l'heure, c'est l'invitation, et j'aime bien les petits messages qui sont délivrés à la fin aussi, qui sont des messages tout simples qu'on peut faire, chacun dans notre jardin, sur notre balcon, un peu partout, mais aussi je crois dans cette prise de conscience que collectivement on peut décider de faire autrement, et que ça dépend beaucoup de nous, ça dépend de ce qu'on mange, ça dépend de comment on se comporte, ça dépend de ce qu'on réclame au sein de nos associations, au sein de nos partis ou tout ce qu'on veut. Donc je crois que ça nous remet aussi, nous, de cette façon-là, au cœur de ce vivant et dans la symbiose globale avec ce vivant. C'est presque une question philosophique. Vous parliez du déséquilibre qu'on est en train de voir actuellement et qu'on a vu. Gilles Boeuf, est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire, du développement, de la pollinisation? On va évidemment parler de l'avenir aussi, mais c'est difficile toujours de parler de l'avenir sans parler de l'histoire. Bon, alors, évidemment, vous n'avez pas 3 heures. Je suppose que vous aimeriez avoir 3 heures, parce que ça va être passionnant, j'imagine. Donc c'est un peu compliqué, je vous demande de résumer, parce que c'est un peu difficile à résumer, mais bon. Non, je suis habitué. Au moment où on vit, là, il sort le numéro de la semaine de la revue Nature, tout à l'heure, hein. On l'a eu en France il y a quelques minutes, là. Et aujourd'hui, dans ce numéro de Nature, il y a un papier extraordinaire écrit par une équipe américaine de paléontologues, qui nous pose la question, est-ce que la 6e grande crise d'extinction, le Big Six, notre Big Five, a démarré? Et c'est sûr que ce qu'on a vu là est en plein centre de la question. Et on savait depuis le millénium, effectivement, qu'on vivait une accélération de crise, de disparition des espèces, d'un facteur augmenté environ 1000 fois plus que ce que les paléontologues calculent depuis environ 50 millions d'années. Et là, ce papier qui est très important, qui est très bien fait, parce qu'il est très technique, ils ont vérifié plein de biais, c'est difficile de comparer des faunes passées et des faunes actuelles. Ils ont travaillé très bien sur le passé, et ils ont regardé ce qui s'est passé entre 2000 et 2010. C'est extrêmement récent. Et l'accélération est très inquiétante, et il conclut effectivement qu'on vit cette crise aujourd'hui, et que probablement, si on continue comme ça, en 500 années, on éteindra plus de 75% des espèces vivantes. Et il y a déjà 2 siècles de passé, il n'en reste plus que 300. Et nous, on calculait que pour la fin du 21e siècle, on va perdre la moitié des espèces si on continue à vivre comme ça. Et on a vu l'importance, grâce aux images de lui, que je ne féliciterai jamais assez, qu'ils sont plus de 10% de ce qu'on connaît aujourd'hui en nombre d'espèces sur les continents. Enfin, pour l'ensemble des espèces. Alors, l'histoire a commencé, effectivement, on est à 135 millions d'années, on est durant le Jurassique, en pleine époque des dinosaures, on le raconte. Il y a des petits mammifères déjà, les premiers pré-oiseaux aussi sont en cours de formation. Et là, les plantes à fleurs vont inventer un extraordinaire système pour la conservation et le transport de l'eau. C'est un système de vénules très sophistiqué. Quand vous regardez une feuille, vous regardez par transparence comment elle est. Et ça a permis en fait l'existence de la vie d'une immensité de faune associée à ce système-là. Et c'est comme ça qu'ont arrivé les pollinisateurs au départ, qui vont travailler. Et ça va permettre l'existence d'espèces très rares, qu'on ne trouve pas en fait dans les océans. Dans l'océan, les espèces sont toutes en abondance, il y a beaucoup de chaque individu. Sur Terre, il y a des endroits où on vit sur quelques dizaines de mètres carrés. Et cette coévolution entre ces pollinisateurs et les plantes va expliquer l'explosion du vivant. Pendant longtemps, il y a de la vie que dans les océans. Il y a 440 millions d'années, la vie sort des océans, dans différents endroits, différents groupes. Pendant environ 300 millions d'années, on a dans les fossiles, nous au muséum, à peu près le même nombre d'espèces marines et terrestres. Et à l'époque que lui commence à regarder cette évolution des plantes à fleurs avec ses pollinisateurs, surtout les insectes, hein, on voit, au niveau du marin, ça ne change pas. C'est au niveau terrestre que ça va exploser. Et aujourd'hui, on est dans le plein boom. Il n'y a jamais eu autant d'insectes qu'en ce moment. Mais on les perd à une vitesse effroyable.
Et moi, vous savez, j'ai toujours été quelqu'un qui défend beaucoup plus. Je ne suis pas un défenseur d'espèces, je suis un défenseur d'habitat. Il est clair que si on sauvera les pandas, si on sauve effectivement les habitats dans lesquels ils vivent, hein. Et donc cette histoire des pollinisateurs, c'est la clé du système qui explique la diversité terrestre. Et je crois qu'aujourd'hui, si l'homme vient à perturber cela, et je terminerai simplement pour rassurer Yolène, qu'il y a des endroits en Chine aujourd'hui où les pesticides font qu'il n'y a plus de pollinisateurs. Ce sont des petites mains d'humains, les femmes évidemment, parce que les mecs ils font pas grand-chose comme d'habitude, ce sont des mains féminines qui font le travail. Et ça a été calculé et publié, je pense que c'est là qu'on a un très fort pouvoir d'impact, hein, en expliquant le coût pour l'humanité, c'est au moins entre 150, je pèse mes mots, et 200 milliards d'euros par an, le coût que l'humain aura à mettre en place pour remplacer ces pollinisateurs qui sont gratuits et qui nous rendent des services inestimables. Ça, on revient toujours au problème du coût de la nature, et cette nature qu'on épuise alors qu'on pense que c'est gratuit. Je ne vais pas mettre de coût, mais qu'est-ce que ça va nous coûter si on ne fait rien? Oui, c'est un peu différent. Oui, mais aussi donner de leur vraie valeur aux choses, ce qu'on a oublié depuis des siècles. Et... Alors Serge Auru, justement, est-ce qu'on peut parler de ça? Parce que ça, c'est vraiment un sujet extrêmement important. C'est que quand on dit aux gens, les petits oiseaux, c'est joli, la nature, etc., il y en a beaucoup, ça les intéresse pas beaucoup. Par contre, quand on commence à leur dire qu'en effet, derrière ça, ce que vient de dire Gilles, il y a une vraie valeur économique et que c'est la survie et notre économie qui est en danger, là, déjà, il y a d'autres oreilles qui commencent à nous écouter. Qu'est-ce qu'il y a comme indicateur de mesure de la biodiversité et du coup de la richesse qui va avec? Le produit intérieur brut. Yes. So what? Non, mais je crois que, bien sûr que je peux vous parler des indicateurs du WWF, l'empreinte écologique, l'indice planète vivante, allez sur notre site, allez jouer sur l'empreinte écologique et vous verrez ce que l'on peut faire. Mais je crois qu'il faut aussi changer les indicateurs financiers. Si on ne change pas les indicateurs financiers, si on ne change pas le PNB, le PIB, eh bien on va continuer à dévaster notre planète. Lorsqu'on a un accident, lorsqu'il y a une marée noire, cela favorise, soi-disant, la richesse d'un pays. Donc il faut changer les indicateurs. Ça, c'est vraiment essentiel. Je voudrais venir moi, j'ai eu la chance, en Guyane, de vivre quelques temps dans un nuage de papillons jaunes. J'ai vécu cela, c'est extrêmement magique, c'est incroyable. Et donc là, pour la première fois, je les ai revus dans un film fait par un homme qui a... Louis, vous avez un nom de chef indien, Pointe-Noire. Bravo. Donc, Louis, vous avez été un moment avec votre caméra, etc., au milieu des papillons. Non, pardon, Serge, je vous reprendrai, mais juste savoir, est-ce que vous avez eu la chance de vivre la même chose que Serge? Au milieu des papillons? Yeah, yes, I was. I was shooting it. Actually, I think I'm a descendant of Louis XIV, the Sun King. So. But I wanted just to add what you were saying. You measure the impact of pollinators, which is enormous, billions of dollars in terms of agriculture. But there's a greater benefit. I'm looking here at young people sitting here in the front row. What if they never saw a butterfly? Aristotle and the Greeks wrote about metamorphosis. It's always been like an inspiration for poetry, for change, for human consciousness. And I think that with the environmental crisis that we face right now, we need a shift of consciousness. We have the solutions, the technological solutions, to make the world a better place. What's missing is the will. What's missing is people to open, I believe, their hearts and to think twice when they throw away a piece of plastic instead of recycling it. Again, if you fall in love with something, you'll protect it. And as you said, it's the habitat. I mean, yeah, it's important to have tomatoes, but what about the, saguaro forest? What about a bamboo forest? What about all the little creatures and birds and plants that live there? What about the tree that could be the answer to curing cancer? Right now, we don't even know what the name of the species. We haven't even identified it yet, but we're going to clear cut because we think, let's just cut all the trees down and we can grow, grass so the cows can eat, so we can make hamburgers. I mean, that's the critical junction I think we're at right now, and I'm hoping with a film like this and the support of like WWF and Disney Nature that we need to shift the awareness and shift the consciousness to open up our hearts and to be able to
let the truth and beauty that nature wants to tell us to be open to that. Merci. Surtout que c'est pas pour des prairies qu'on déforestre souvent, c'est pour des usines à viande absolument épouvantables, donc c'est bien pire que des prairies. Mais bon, revenons Serge, alors revenons à nos moutons, qui sont en liberté j'espère, pour parler en effet des indicateurs de... Mais les indicateurs, je le répète, indice planète vivante, indice empreinte écologique, mais effectivement qui montrent la régression des espèces sur notre planète, avec forcément des différences. Mais on est dans la beauté, alors je voudrais qu'on reste dans la beauté. Il y a une très jolie phrase d'un poète corse qui s'appelle Jean-François Bernardini, du groupe Imouvrini, qui dit « L'homme n'est ni grand ni petit, il a la taille de ce qui sait aimer et respecter. » Donc Louis est grand. Bravo. Bravo, merci, on est bien d'accord. Honneur aux femmes, quand même, Isabelle, avant de passer aux questions dans la salle, est-ce que vous aussi vous avez des idées un peu d'indicateurs de biodiversité et notamment bien montrer à quel point c'est lié à notre avenir et à notre bonheur, à notre façon de vivre? Oui, alors c'est juste un petit peu dommage qu'on ait besoin d'un indicateur pour parler de notre bonheur. C'est clair. C'est clair. C'est-à-dire de le mesurer, de le comptabiliser, de mettre ça en statistique, de dire on est plus heureux parce qu'il y a tant de pourcents de gens qui sont, etc. Le CAC 40 du bonheur. Voilà, le CAC 40 du bonheur, ce serait à mon avis une horreur. Mais c'est vrai qu'au moins, parce qu'on a besoin de convertir l'ensemble de la société. On a besoin de se convertir, nous, parce qu'on n'a pas été assez attentif et parce qu'on n'a pas été assez respectueux. Et parce que la terre qu'on laisse à nos enfants, elle n'est pas belle. Et ça, c'est de notre faute. Moi, j'ai 54 ans, je crois que je me sens responsable de tout ça, et que voilà, j'en ai conscience, et sans battre sa coulpe, et sans... voilà, il faut se dire que il faut qu'on mute l'ensemble de cette société qui nous fait vivre. Parce qu'on est tous des consommateurs, mais on est tous des acteurs. On est tous des acteurs de notre vie. Il faut qu'on fasse changer nos comportements à nous, bien sûr, ce qu'on raconte à nos enfants, dans l'éducation, etc. Il faut qu'on fasse changer aussi le monde économique, parce que le monde économique, il nous fait vivre, parce qu'on travaille, parce qu'on consomme, malgré tout, bien ou mal. Donc, il faut qu'on arrive à faire changer nos gouvernements et la manière dont ils orientent les choix, dont ils orientent les décisions, parce que la politique, c'est pas neutre, parce que c'est aussi de nous qu'il s'agit. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, cette réflexion autour des indicateurs, qui n'est pas très sexy a priori, elle reprend un certain sens, parce que pour pousser cette grande machine économique, d'une certaine manière, il faut, entre guillemets, il faut lui donner les bons thermomètres. Si on veut que les médecins détectent la maladie, il faut que le thermomètre soit approprié pour mesurer vraiment si notre planète a la fièvre ou n'a pas la fièvre. Or aujourd'hui, on a un très mauvais thermomètre qui bouge absolument pas, même quand vous êtes sous le claquant. Donc il faut en inventer d'autres. Alors il y a eu un certain nombre de gens qui ont commencé à réfléchir à ça, à produire, je pense aux indices de bonheur par exemple, qui ont été produits par le Bhoutan, donc c'est intéressant. C'est quoi? C'est des indices qui effectivement ne vont pas uniquement mettre dans l'indice des valeurs marchandes, économiques et de plus-value, mais qui vont inclure le niveau d'éducation, le niveau de santé, des enquêtes sur comment les gens ressentent leur vie, des indicateurs aussi sur le travail, sur le bonheur au travail, sur les conditions de travail, enfin, finalement l'ensemble de ce qui fait notre vie, et ça redevient plus logique. Alors bien sûr, c'est pas facile à construire, mais ça redevient beaucoup plus logique d'essayer de construire un indice à partir de tout ce qui fait notre vie, plutôt que de construire un indice à partir d'une toute petite partie de ce qui fait notre vie. Surtout quand on sait que la plupart des décisions politiques et économiques sont après basées sur cet indice. Et que tout le monde nous clame aujourd'hui, mais attendez, on l'entend tous les jours à la radio, à la télévision, il faut 3% de croissance. Notre bonheur est lié aux 3% de croissance, et si on n'a pas 3% de croissance, on est foutu, on est plein de chômeurs, on est plein de malheurs et tout ce qu'on veut. Eh bien oui, mais ces 3% de croissance, ça vient d'où? Ça vient de ce seul indicateur. Donc bien sûr, ça ne peut pas être réel. Bien sûr, ça ne peut pas correspondre à notre vie.
Donc voilà, donc il y a eu des propositions. En France, il y a eu Stiglitz, qui est en 2009, qui a fait des propositions. Pour l'instant, on ne voit pas encore ça arriver très rapidement. C'est dommage. Moi, j'aurais aimé que mon pays soit un peu pionnier en la matière. Il y aura un certain nombre de rendez-vous internationaux où on peut essayer de pousser ces idées-là, parce que ça va faire partie, et c'est pas le seul instrument, mais ça va faire partie des instruments qui vont nous permettre de réorienter cette machine, en sachant qu'on a effectivement plus énormément de temps devant nous pour réorienter la machine. C'est dans les 10 ans, dans les 20 ans qui viennent, c'est-à-dire bien peut-être avant que ces enfants soient des adultes, que les choses vont se jouer, que les choses seront jouées. Donc je crois que c'est pour ça que des films comme ça sont importants, parce qu'ils sont mobilisateurs, parce qu'ils nous donnent envie, parce que cette beauté nous donne envie, parce que ça allume des petites étoiles dans notre tête, et donc sur l'urgence qu'il y a à réorienter l'ensemble de cette machine. Est-ce que... Can I just add just one other quick thing? It's beautiful that the film kind of it's a bigger story than just the bees and the flowers, because here we're talking about economics, we're talking about everything, we're talking about life, we're talking about happiness. And that's really great, because basically what you're doing is you're challenging your basic fundamentals. Even when you talk about GDP, you have to, I think, challenge the assumptions, because, women who stay home and take care of children, do the most important work, that is not measured on GDP. If you build a prison and hire more prison guards, then your GDP goes up. So you really have to, I think, challenge the assumptions of how we measure what is the quality of life. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'ai mis une lunette pour bien voir. Il faudrait dans ce cas que vous vous mettiez debout pour qu'on puisse vous entendre. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Questions ou commentaires? Ah ben en plus il y a un micro, donc c'est parfait. Oui, moi, je voulais également remercier Louis et puis le féliciter, parce que d'abord en tant qu'être humain, je suis comme Isabelle, j'ai encore les yeux qui papillonnent, et puis en tant que maman, mais qu'est-ce que je suis fière de l'avoir emmené voir ça. J'ai l'impression d'avoir fait un truc essentiel. Donner la vie, c'est formidable, mais donner l'espoir, je crois que c'est encore plus utile. Et surtout, je voudrais vraiment que vous remercier, parce que vous avez montré à quel point le génie de la nature, nous on est là à se dire c'est pas possible, c'est pas possible, c'est impossible, c'est impossible, mais quel génie, quelle lucidité, quelle intelligence, quelle coopération, enfin quel modèle formidable. Donc continuer à faire des films comme ça, ça nous donnera peut-être des idées pour faire des grandes choses avec des idées un petit peu plus simples, tellement plus généreuses. Bravo monsieur. Justement, quand on parle d'intelligence et de génie de la nature, est-ce qu'on va découvrir des pollinisateurs, ou est-ce que c'est complètement stupide ce que je dis? Et je vous dis ça parce que vous avez dû voir la même info que moi qui m'a beaucoup bluffé la semaine dernière. On s'est rendu compte que les sangliers et les chevreuils sont tellement peu aimés des chasseurs, parce qu'il y en a trop en France, qu'ils transportaient des graines dans leur pelage de plantes extrêmement rares, qui étaient en voie de disparition et qui sont en train du coup... Et l'intelligence est géniale parce que ça s'accroche au pelage, elles ont de l'azote grâce aux déjections des sangliers qui mangent l'herbe, qui fait que la plante va pouvoir s'épanouir et avoir assez de soleil. Je trouve ça quand même d'une intelligence inouïe. Donc est-ce qu'on a des chances de découvrir d'autres pollinisateurs pour nous donner un peu d'espoir? On en découvre tout le temps? D'accord. Avec un micro, c'est mieux. Ouais. Aujourd'hui, on décrit entre 16 000 et 18 000 nouvelles espèces décrites par année. Et là-dedans, il y a 15% de pollinisateurs. On revient à la même chose. On trouve des guêpes, on trouve des mouches, on trouve effectivement... En Amazonie, il y a des très belles images de forêts tropicales. La diversité est absolument extraordinaire. Hein. Juste pour préciser les faits, quand on voit ces forêts tropicales, dans toute l'Europe, on connaît à peu près 125 espèces d'arbres. Hein. L'arbre est assez emblématique. Sur un seul kilomètre carré de forêt tropicale au Costa Rica ou au Panama, où était lui, on a 700 espèces d'arbres sur 1 kilomètre carré. Donc on découvre des choses en permanence. C'est pas que je me bats beaucoup plus pour les habitats que pour les espèces. Il faut protéger sur Terre ces forêts tropicales et protéger le récif corallien en mer qui est un petit peu son équivalent. Je raconte une histoire sur les pollinisateurs en France. Ça donne de l'espoir en tout cas quand même, oui, d'entendre ça. Hein. Oui. Maintenant, c'est à quel prix et comment on serait capable de le faire pendant longtemps? On a introduit en Bretagne, il y a peu de temps, un trèfle américain. Ce trèfle, on l'a installé, il est intéressant parce qu'il fait plus de biomasse que le trèfle breton. Manque de chance, quand on a voulu que ce trèfle pousse, ça ne marchait pas. Pas de pollinisation. Alors on a regardé, le problème c'est qu'on s'est rendu compte que la trompe des bourdons bretons était trop courte pour le trèfle américain.
grave problème pour les aménageurs agronomes. C'est agréable pour les Bretons. Voilà, alors, chacun ses fantasmes. Merci. Et donc, on s'est dit, en fait, qu'est-ce qu'on fait, effectivement? On revient au trèfle breton avec le bourdon breton à trompe courte, ou bien on va amener avec le trèfle américain le bourdon à trompe longue. Et tous les jours, on a des questions aussi stupides que ça qui sont posées par les manipulations de l'humain vis-à-vis des agrosystèmes. Et ce que je veux simplement dire aussi, c'est un message fort que je donne toujours, hein, il ne faut surtout pas imaginer que la biodiversité, c'est simplement le fait de compter et d'écrire les espèces. C'est beaucoup plus complexe que ça, c'est tout l'ensemble des relations que Louis, en fait, il ne montre pas tellement d'espèces, plus de fleurs que de pollinisateurs, mais il y a une infinité de choses complexes dans les relations qu'elles ont établies entre elles et avec leur environnement. Et ça, c'est extrêmement important, effectivement, à prendre en compte. Et c'est à ce prix-là qu'on pourra effectivement continuer à faire quelque chose, par cette compréhension. D'autres questions? Qu'est-ce qu'ont fait les scientifiques? Ils ont apporté le bourdon d'Amérique ou ils ont gardé la conclusion? C'est quoi? C'est pas les scientifiques qui font ça, hein. Ce sont les aménageurs. Nous, on vient apprendre en compte. Vous savez, on est dans un système aujourd'hui où nous, scientifiques, on vient tout le temps après la bataille. Hein. Donc ça veut dire qu'après, on nous pose le problème. D'abord, pourquoi est-ce que mon trèfle ne pousse pas? Alors on va regarder un petit peu, c'est parce que le bourdon breton ne peut pas le féconder, effectivement. Alors après, bon, nous, bien sûr, on va préconiser de revenir au système antérieur. Louis conclut très bien en disant « manger local ». Manger bio, si on définit ce qu'est effectivement le bio, c'est très important. Moi, j'ai fait quelques fois aussi le marché, hein, à la maison, ça m'arrive. En ce moment, je suis envahi de cerises du Chili, de raisins d'Afrique du Sud, de pommes ou de poires qui viennent aussi d'Afrique du Sud. Donc, il y a vraiment des questions qui sont posées à ce niveau-là. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose. On peut changer nos modes de vie en faisant attention à tout cela. Donc, bien sûr, on a préconisé, bien sûr, le retour du trèfle breton dans des conditions beaucoup plus correctes d'exploitation, bien évidemment. Et là aussi, c'est écologique et économique parce que ça aide les producteurs du coin qui, du coup, sont poussés, etc. Donc, c'est aussi un cercle vicieux plutôt que de faire venir ces cerises du Chili. Il y avait plein de doigts. Ah ben voilà, allez-y. Mais je sais qu'il y en aura d'autres. Ne vous inquiétez pas, tout le monde va pouvoir poser sa question. Qui comme... Bah voilà, madame. Pardon, j'ai deux questions. La première, quand on voit l'extraordinaire beauté et surtout le fonctionnement, cette question s'adresse à Louis. Croyez-vous en Dieu? Waouh. Alors là, bon. Well, you know what's interesting is when people see the film, the most common reaction I get from people is they go, "Oh my God." And I've analyzed it, and there's something very beautiful about that. I think the O means it grabs your attention, it makes you present, it makes you focus. And the mind means it touches something really deep inside your soul. And the God is that universal connection of energy I think we all want to be connected to, whatever religion that is. And I love hearing, "Oh my God." Superbe réponse. Et la deuxième question, beaucoup plus technique. Vous filmez la nuit, au Mexique, les cactus, la lune, et on a le contre-jour. Est-ce un contre-jour de la lune? Est-ce un contre-jour apporté par la lumière de vos techniciens? Est-ce que ça veut dire que si ça n'est pas un contre-jour apporté, la sensibilité aujourd'hui des films, qui doit être montée à je ne sais combien de milliers d'ASA sur vos caméras, a justement pu faire avancer la science en filmant de telles choses? Well, obviously, we had to use high-speed, cameras, which means you have a high shutter speed. You need a lot of light. So we did bring artificial light to those regions and lit them, and it took a lot of patience. What's interesting about the bats and I think animals in general is once they discover that there's no danger and there's no risk involved, they will become acclimated. And it takes a long time. It took over a week for the bats to get comfortable with the lights, in that arena. But once they got comfortable and realized there was no harm, they loved it. Merci. Il y a une question, ou même plusieurs, mais dans le fond. Ici. Voilà, vous avez le micro? Oui. Super, allez-y. It's a question for Louis. How did you manage to bring the camera inside the orchid flower or inside
bumblebee nest underground? With the orchid flower, we used micro lenses, and in many of the shots, we actually cut the flower in half so we could get even closer inside with microscopic lenses. What's interesting about the orchid flower, I gotta just tell you very quickly, is that it rained 30 days straight before we went to Panama. And we had a scientific advisor who was supposed to gather the orchid flower for us. When we arrived, we only had one flower and one bud. And that morning, it stopped raining. And we had to quickly unpack, grab the camera, and quickly this orchid flower started to open. And it was the only orchid flower we could get in all of Panama. And we got that on the first day of shooting, which was a miracle, because most of that had never been filmed before. The gods were with us. Merci mon Dieu. Une autre question? Vous avez demandé si on peut découvrir des autres pollinisateurs, mais est-ce qu'ils peuvent s'en créer d'autres? Donc en s'adaptant par exemple aux problèmes de pollution, des espèces de pollinisateurs qui se créeraient, c'est intéressant ça. Alors ça c'est la question actuelle qu'on nous pose très souvent, parce qu'en fait dans l'évolution depuis les débuts du démarrage de la vie sur la Terre, le système est un compromis entre de la disparition d'espèces, de l'extinction, qui est vitale, hein, les espèces vivent un certain temps, elles s'éteignent, et de la spéciation. Le problème c'est qu'on a une question d'échelle aujourd'hui. On sait que c'est Gould, Stephen Jay Gould, un très grand biologiste américain, a créé un terme qu'il appelle les équilibres ponctués, hein, où il dit en fait, pendant des longues périodes de l'évolution, il ne se passe pas grand-chose. Quand le milieu est stable, qu'il ne bouge pas beaucoup. C'est aussi une des raisons pour laquelle la vie est moins abondante en espèces dans l'océan, c'est que l'océan est très stable depuis très longtemps par rapport au milieu terrestre. Et quand ça change à l'extérieur, en fait, par des émissions volcaniques, un impact de météorites, un changement climatique, ça va forcer le vivant à réagir, qui va faire de la spéciation à ce moment-là. Et ça, on arrive très bien à le marquer, nous, par des marqueurs moléculaires. On a travaillé sur des paresseux, sur des tatous, hein, des mammifères, et on montre qu'ils apparaissent toujours à des époques de crise que les géologues avaient mises en évidence auparavant. Donc, pour répondre à votre question, j'ai une double réponse. La première question, c'est que comme l'homme, en ce moment, est la plus puissante machine de l'évolution depuis... Il y avait un très grand prix Nobel américain qui s'appelle Paul Crutzen, il a le prix Nobel de chimie. Il est connu parce qu'il avait découvert le trou dans la couche d'ozone. Et en 2002, il nous propose à nous, environnementalistes internes, qu'il appelle Anthropocène. La période de l'histoire de la Terre, durant laquelle le plus puissant moteur de changement, ce n'est plus la température qui change, enfin, si, mais entraîné par l'humain, c'est l'activité de l'humain. Donc l'homme crée des conditions aujourd'hui de spéciation beaucoup plus grandes. Mais ça n'a pas le temps de se passer. Parce qu'au fur et à mesure, on détruit. Il faut du temps pour faire une nouvelle espèce, hein, quelques centaines de milliers d'années, millions d'années. Alors, on a quelques cas, pour répondre à votre question, et c'est pareil pour les pollinisateurs, on a un cas récemment d'un moustique apparu dans le métro londonien dans 3 stations. En fait, on est parti d'un culex pipien, c'est le moustique qui fait bzzz. Il est dans quel quartier? Je ne sais plus les stations, je pourrais te les nommer si tu veux, Yolène. Hein. Oui, voilà. Et donc, ce moustique est entré de l'extérieur dans ces stations de métro, il fait chaud l'hiver, il n'y a pas de prédateurs, il a muté, il ne se reproduit plus avec l'espèce extérieure. Donc en définition, c'est une nouvelle espèce. Ça s'est passé sur 30 ans. Et là maintenant, on regarde dans d'autres stations du métro londonien, donc là ça a été très très vite. Mais quelques histoires comme ça, il y a une petite souris aussi apparue récemment à Madère, c'est rien à côté de la destruction. Puisque quand on enlève un habitat, on enlève 1 km² de forêt du Panama, on détruit le récif corallien sur la Grande Barrière, comme ça se passe en ce moment, les espèces disparaissent par dizaines de milliers. Aujourd'hui, si on estime la forêt tropicale sur le Haut-Orinoque, au Brésil ou aux frontières entre le Pérou et la Colombie, c'est probablement peut-être 75 000 espèces d'insectes différents par kilomètre carré. Donc pour répondre à votre question, ça va trop vite la destruction par rapport au temps qu'on pourrait laisser pour que les espèces puissent se développer. Mais oui, bien sûr, il apparaît de nouveaux pollinisateurs. Mais il faut du temps pour cela. Et tout à l'heure, on disait, on n'a pas beaucoup de temps. Et c'est là que la question est posée. En fait, dans la dynamique, il n'y a jamais eu autant de plantes à fleurs qu'aujourd'hui. Jamais. Durant le Crétacé, durant l'Éocène. Aujourd'hui, on a un maximum d'espèces de papillons, comme jamais il y en a eu. Mais ils partent très très vite.
Peut-être que c'était il y a 10 ans le pic des papillons dans l'histoire de la Terre, hein, parce qu'on les détruit, en détruisant bien sûr les écosystèmes et les habitats. Une ou deux dernières questions? Oui, bonjour. Donc, merci beaucoup pour ce film. Moi, je voulais revenir un peu sur les indicateurs qu'il faudrait changer, comme le PIB, etc. Et élargir un peu la réflexion. Je pensais aussi, notamment avec ce qui se passe au niveau politique, notamment en Tunisie, en Égypte et d'autres pays, où on s'aperçoit que les marchés financiers ont tendance à dévaluer les notes des États parce qu'on a des peuples qui cherchent à obtenir la démocratie. Et c'est juste pour dire qu'on est confronté non seulement en fait à des changements climatiques ou à un impact de l'être humain sur l'environnement que l'être humain n'arrive plus à maîtriser ou à mal maîtriser, mais qu'au XXIe siècle, on va avoir aussi d'autres défis à relever, qui est le système financier. C'est-à-dire que l'homme met en place des systèmes de marché, puis le système lui échappe et crée une logique qui est parfois totalement décalée avec ses fondements, puisque nous avons par exemple pour la Tunisie, voilà, un peuple qui cherche à acquérir la liberté et la démocratie, mais pour les marchés financiers, finalement, si la démocratie sert le libre-échange, c'est une chose. Si la démocratie crée un conflit, eh bien, c'est pas rassurant. Donc, c'est un peu les Frankenstein qu'on crée soi-même. Voilà, merci. Là, c'était pas une question, c'était un commentaire, donc à moins que quelqu'un veuille reprendre, sinon je crois qu'on a une autre question. Oui? Sur le PIB. Oui. Le problème du PIB tel qu'il est calculé aujourd'hui, c'est que dans cette construction du PIB, il y a énormément de destruction d'habitat et de surexploitation. Alors je préfère un PIB à 0 qu'à 3 dans ces conditions-là. Donc ça veut dire que c'est là qu'il faut qu'on reprenne ces notions. Un PIB construit sur un respect des habitats et sur une exploitation raisonnée, ok, je suis d'accord pour 10%. Mais c'est là en fait que le système ne marche pas. Et pour revenir à votre question, moi je vous répondrai que ce sont exactement les mêmes problèmes. La crise financière, elle est d'abord écologique. C'est une crise pour la première fois de raréfaction des ressources en face de la pression humaine sur ces environnements. Et ces peuples aujourd'hui, et la question terrible, vous avez raison d'en parler de démocratie, parce que la démocratie est très mal armée pour répondre à cela. Hein. Je ne suis pas en train de préconiser autre chose, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces questions sont extrêmement importantes. C'est vraiment les questions de conflit de demain. On ne peut pas continuer dans un monde où 20% des humains contrôlent et consomment 80% des ressources. Alors on va avoir des très vieux de plus en plus riches, et en face, énormément de très jeunes pas riches. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est de l'écologie, c'est pas que de la finance. Des très vieux de plus en plus riches et de plus en plus gros, parce qu'il y a ça aussi. I just want to say really quickly, I mean, when you talk about the environmental stuff, when I talk to business people especially, I say, you know, if everybody dies, it's bad for business. I mean, all systems go. And I think that's one of the reasons why I'm committed as environmental, is that if life diminishes, if we're starving, forget about all these other problems, democracy, financial systems. I mean, this is the basis of life. Pollination is a keystone event. It's like pulling the foundation on this building. You can lose the roof, you can lose the window. If you lose the foundation, this whole thing will fall down. And scientists have to measure scientifically, you know, the effects of all these things, like smoking. Oh, we found out 50 years later smoking's, you know, bad for you. Global warming, we're getting to a tipping point. But if we lose 30–40% of the food, imagine the political and economic chaos that would occur, you know? I mean, it would be disastrous. I'm not, you know, projecting gloom and despair, because the movie is obviously the opposite of all that. But it is probably, and most scientists have agreed, the most serious issue facing mankind. Merci Louis. Je ne veux pas casser l'ambiance, mais il y a un film qui parle de ça, ça s'appelle La Route. Après, là, c'est carrément un film d'horreur. Mais bon, on va... Hein. Isabelle, bien sûr, un micro. Oui, non, je veux juste ajouter un tout petit mot. Je crois que ça veut bien dire une chose, votre intervention et ce qui vient d'être dit ici aussi, c'est que l'environnement et les droits de l'homme, c'est pas des choses séparées. On parle exactement de la même chose. C'est-à-dire, on parle de quoi? On parle d'essayer de proposer à une population humaine de vivre en équilibre avec son monde et de vivre en équilibre les uns avec les autres. Et je crois que c'est exactement le même combat, et c'est intéressant et c'est plein d'espoir. Et là aussi, on va essayer de faire le plus vite possible que, effectivement, les organisations des droits de l'homme et les organisations de l'environnement sont en train de se rapprocher.
On a commencé à le voir un petit peu autour de Copenhague, et ça a été une des avancées de Copenhague, c'est que ben voilà, on s'est dit qu'au fond, les questions environnementales, le réchauffement climatique, ça impactait directement sur des populations, ça pouvait conduire à de la misère, à de la guerre, à des problèmes de santé. Et donc on a vraiment commencé à faire le lien, et je crois que ce lien, il est très important à faire fleurir. Et c'est très important de continuer à travailler ensemble sur ces thématiques-là. Bon, chacun a son, on va dire, un peu sa façon de faire et sa spécialisation et les choses qu'il sait faire. Mais c'est vraiment important qu'on construise ce pont parce que dans les questions environnementales, c'est bien l'homme qui est au cœur des questions environnementales. Messieurs pardon. Oui, bonsoir. Je voulais remercier Louis pour les très très belles images parce que moi qui suis naturaliste de formation, on voit dans ces images des tas de choses qu'on ne voit pas pourtant. On passe du temps dans la nature à observer les choses, et là on les voit vraiment de manière complètement différente. Et à la fin du film, vous avez un certain nombre de messages sur la bio, et pour rebondir sur ce que disait Isabelle, il ne faut pas opposer nature et homme, il ne faut pas opposer agriculture et environnement. Et il se trouve que moi je travaille au WWF, et qu'on a une campagne qui s'appelle Oui au bio dans ma cantine, qui est une campagne citoyenne. Et le bio est effectivement certainement un bon levier pour retrouver une qualité des milieux. Monsieur Boeuf pourrait en témoigner, on dit qu'en France on est en perte aussi, c'est pas que dans les forêts tropicales ou ailleurs, on perd de la biodiversité tous les jours, on est à moins 25% de biodiversité dans les espaces agricoles en France. Voilà. Et donc, je reviens, campagne citoyenne, et là c'est un peu un appel à la salle. Hein. Vous trouverez dans le petit sac un petit dépliant qui parle de ça, et à vous d'être les pollinisateurs de cette solution-là. Parce que la FAO et les plus grands experts disent qu'avec l'agriculture biologique, on peut nourrir la planète entière. Donc c'est... Voilà. Mais par contre, ça dépend de nous. C'est nos actes quotidiens qui vont amener à ce que l'agriculture biologique se développe. Voilà, merci. Merci. Une dernière question, et puis... Oui. Allez-y, monsieur. Oui. Une dernière question, en effet, c'est peut-être une question qui fâche un petit peu, mais qui va être utile, la réponse va être utile. Est-ce que vous avez fait le bilan carbone du film? Parce que je suppose que vous avez utilisé beaucoup d'avions, d'hélicoptères, et moi je connais pas mal d'écolos sceptiques, et j'aimerais bien avoir une réponse à leur donner. Well, I didn't measure the carbon footprint. Yeah, there were some helicopter shots, and a lot of my helicopter shots that I did use came actually from my library, which I did like 20 years ago. So we didn't really spend it on this particular project at all. And that's a cool thing because actually we get to use it over and over and over without having to go out and shoot these beautiful shots. But we were very conscious as far as our production. Everything was recycled. We had these plastic bottles. We were very careful. Everyone kept one container. We had a minimal footprint anywhere we went, and we left no garbage behind. Oui, Serge. On a le droit d'être critique à l'égard de tout ce que nous faisons. La critique, c'est aussi la démocratie, c'est la liberté d'expression. Et il faut critiquer, y compris les ONG, parce qu'elles peuvent aussi commettre des impairs ou des erreurs. Mais rien que le mot écolo-sceptique, le scepticisme, on a affaire en face à de la désinvolture, en face c'est les forces qui nous sont hostiles, à l'autisme. Et on instille en permanence le doute. Il y a eu le doute sur... Regardez, ces 50 dernières années, ce qu'ont dit les écologistes se retrouve avéré à 85%. Lisez, prenez toutes les publications depuis 50 ans. Tout ce que nous avons dit, ou nos pères ont dit, se retrouve exact. C'est stupéfiant. Et malgré tout cela, on instille le doute. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'en France, beaucoup de nos opposants n'ont pas du tout envie que les organisations non gouvernementales jouent le jeu que nous avons joué durant la dernière élection présidentielle,
où nous avons pu influer et même imposer un Grenelle de l'environnement qui n'est pas la panacée, mais qui est une avancée considérable. Et il faut la continuer à pousser. Alors, aux iconosceptiques, il y a cette très jolie phrase de Pierre Barrault qui dit, parce que Pierre Barrault, c'est lui qui a parlé, la première fois que j'ai entendu la pollinisation des idées, c'est Pierre Barrault qui l'a cité. Pierre Barrault, c'est l'homme de la bicyclette, Shabadabada. Voilà, il y a une très jolie phrase dans le cabaret de la dernière chance qui dit « Il y a ceux qui rêvent les yeux ouverts et ceux qui vivent les yeux fermés. » On se reconnaîtra. Bravo.